Allô Internet! Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire qui est vraiment connue au Québec. Il y a beaucoup d'histoires de la France aussi que je veux parler, mais cette fois-ci, je vais parler d'une disparition québécoise qui a vraiment marqué tout le Québec. Je pense que c'est au même titre que Cédrica Provencher, mais dans les années 90-2000 environ. C'est vraiment spécial cette histoire-là parce que ça m'a vraiment hanté toute mon enfance. En fait, mon histoire avec cette fille-là, c'est vraiment bizarre parce que, je la connais pas, c'est sûr, mais je me rappelle, c'était en 99, fait que j'avais 7 ans. Et dans ma famille, ils disaient, bon, c'est horrible ce qui s'est passé, la petite Julie Surprenant, donc je vais parler d'elle. Genre, on en parlait vraiment partout dans les journaux, son visage apparaissait partout, dans les aéroports, dans les magazines. Ça a été vraiment le visage des disparitions au Québec. Et j'avais tellement peur de cette petite fille-là. Je sais vraiment pas pourquoi, mais j'avais pas peur de me faire kidnapper, j'avais pas peur de me faire tuer, j'avais peur d'elle. Puis c'est pas parce qu'elle est pas belle, non, c'était une belle petite fille, mais je sais pas, j'avais peur de cette fille-là. J'avais peur, je pense, de la retrouver morte en dessous de mon lit. Fait que Julie Surprenant, elle me hantait dans mes cauchemars. Même que, je me rappelle, une fois, je me faisais garder par une gardienne, c'est ça, j'avais 7-8 ans. Puis je n'arrivais pas à dormir, puis j'ai peur. Puis elle a dit, de qui t'as peur? De Julie Surprenant. Puis elle avait dit, ne t'as pas avoir peur d'elle, ça doit être elle qui doit avoir peur en ce moment. Puis j'avais dit, ouais, c'est vrai, mais j'avais vraiment peur d'elle. Je sais pas. Et je pense que depuis ce temps-là, toutes les disparitions, c'est ça qui me fait le plus peur, plus que des histoires de fantômes et tout. C'est vraiment voir des visages de personnes disparues. Je sais pas s'il y en a comme moi qui ont cette petite peur-là. Ça me rend mal à l'aise quand je vais dans des aéroports, je vois des visages disparus, puis ça me donne le gros frisson. Aujourd'hui, je vais parler justement de Julie Surprenant qui est disparue, puis encore aujourd'hui, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. C'est vraiment une histoire choquante, frustrante, parce qu'on n'a pas de piste, en fait. Je ne sais pas si vous remarquez, j'ai de la lumière, j'ai un micro, j'espère que vous allez aimer. C'est sûr que mon micro il est ici. Je ne sais pas si le son va être parfait à 100%, mais bon. Et aussi, là, j'ai un mur blanc, ok? J'ai rien d'autre. Ça va aller peu à peu. Si je trouve un beau drop, peut-être me donner des idées. Comme moi, j'aime filmer quand même de proche. Je peux pas mettre des chandelles ni rien. Donc, je sais pas qu'est-ce que je pourrais mettre sur mon mur en attendant, mais je pense que ça fait bien. Je parle des histoires de disparition, ça fait comme si j'étais interrogée par la police. Je sais pas si vous trouvez. C'est pas si pire, je trouve. Donc, restez là. Nous sommes en banlieue de Montréal, à Terrebonne plus précisément. Le 15 novembre 1999, Julie Surprenant, 16 ans, disparaît. Julie Surprenant, c'était une petite fille qui était ordonnée, était souriante, heureuse et elle était aussi très impliquée dans les trucs parascolaires. Elle travaillait dans la maison des jeunes dans son quartier. Chaque mardi, Julie allait travailler justement à la maison des jeunes à Terrebonne. Elle revenait le soir vers 9h avec l'autobus public, le transport public, et elle revenait chez elle. À ce que j'ai pu lire, les parents de Julie étaient séparés et elle vivait avec son père. En fait, pour la fête des pères, elle lui avait dit « Sais-tu quoi, papa, cette année, pour la fête des pères, j'ai décidé de vivre à temps plein chez toi. » Ça lui a vraiment fait plaisir. Fait qu'il aimait beaucoup sa fille. Il s'entendrait super bien. J'ai vu le père en entrevue puis il disait que pour lui, il était pas vraiment une figure paternelle vis-à-vis Julie. Il était plus comme son meilleur ami. Il s'entendrait vraiment bien. Julie, la relation que j'avais avec elle, c'était pas une relation d'autorité. Même si c'était une relation parentale versus un enfant, ma relation avec elle était plus amicale. J'avais plus une relation avec elle là, où on faisait des deals ensemble. Bon, OK, on va faire ça de telle façon. Qu'est-ce que tu en penses? Elle me dit, OK, j'aimerais ça qu'on fasse ça demain. Tout en étant le coach, on peut dire, là. Et en fait, il y avait moins de 50 mètres qui séparaient l'arrêt d'autobus de sa maison. Donc, quand elle sortait de l'autobus, elle se dirigeait tout de suite vers sa maison. 50 mètres, c'est vraiment pas beaucoup, là. C'est 5 minutes de marche, même pas. Un pâté de maison, c'est vraiment pas beaucoup. Fait que c'était pas dangereux pour elle de sortir elle a 16 ans, elle sortait de l'autobus à 9h le soir, qui est pas très tard. Mais malheureusement, le 15 novembre, quand elle n'est pas rentrée coucher, son père s'est pas inquiété. Parce que des fois, en terminant le travail à la maison des jeunes, Julie décidait d'aller dormir chez sa mère. Je sais pas si elle avisait son père à chaque fois, mais c'est assez fréquent que
elle décide, tu sais, c'est une petite fille de 16 ans, que ses parents sont séparés, donc elle fait pas la garde partagée. Des soirs, elle va chez sa mère, des soirs chez son père. Donc, son père s'est pas vraiment alerté quand Julie n'est pas rentrée coucher. Mais c'est seulement le lendemain matin, quand l'école de Julie a appelé Michel Surprenant, donc le père, pour lui dire que Julie n'était pas allée à l'école, qu'il a commencé à s'inquiéter. Il a tout de suite appelé Francine, qui est la mère de Julie, pour lui demander s'il savait où elle était, sa fille. Et Francine a répondu non, Julie n'est pas venue coucher chez nous hier soir. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à s'inquiéter de plus en plus. Julie, elle disparaissait pas. Elle n'allait pas à des endroits sans avertir ses parents. C'était une fille qui était ordonnée et aimait ses parents, était respectueuse envers eux. Donc, si elle allait coucher chez une amie, si elle allait en voyage, je sais pas, c'était sûr qu'elle allait avertir ses parents. Le 16 novembre, à 17h45, la Sûreté du Québec a tout de suite été avertie de la disparition de Julie. Quand ils ont été avertis, ils ont tout de suite mis de côté l'hypothèse de la fugue. Ça correspondait pas du tout avec le profil de Julie Surprenant. C'était pas une petite fille à problème ou qui avait des intentions de fuguer. Ils sont allés dans le quartier, ils ont passé le quartier au peigne fin sans rien retrouver. Le 16 novembre, sont environ 80 policiers à chercher Julie. Et le 17 novembre, on enclenche une plus grosse enquête, une plus grosse recherche avec des hélicoptères, des chiens. Et on la cherchait dans un arrondissement plus large que seulement l'arrêt d'autobus et la maison. Donc, les habitants de 1800 demeures ont été interrogés. Tout a été fouillé, les cabanons à l'extérieur. Et vraiment, personne n'avait rien à dire sur la disparition. Julie, c'était volatilisé, carrément. La version officielle, c'est que Julie a pris l'autobus à 20h30 avec une de ses amies. Son amie a débarqué de l'autobus avant Julie, aux Galeries de Terrebonne, plus précisément. Et Julie est restée à l'avant de l'autobus à discuter avec le chauffeur. Le chauffeur s'en est tout de suite souvenu parce que, il a dit qu'elle était gentille. Elle s'est assise à l'avant de l'autobus avec moi et on a jasé. À 20h56, Julie a débarqué de l'autobus. Et le chauffeur d'autobus se rappelle que quand Julie est débarquée de l'autobus, il y avait un homme à l'arrêt qui était assez jeune avec des vêtements foncés. Et le chauffeur a demandé à l'homme, est-ce que vous voulez embarquer? Et l'homme, il a dit non, c'est beau. Et le chauffeur a tout de suite pensé, c'est vraiment étrange parce que c'est le dernier autobus de la soirée. Il n'y a pas d'autre autobus qui va passer ce soir. Donc, qui attend? Qu'est-ce qu'il fait là? Il y a eu un portrait robot qui a été dressé de l'inconnu de l'arrêt d'autobus parce qu'en fait, c'était le seul suspect dans l'affaire. Parce qu'il n'y avait vraiment aucun autre indice, en fait. Et au moment que Julie a pris l'autobus, il y avait 13 personnes dans l'autobus qui ont eu contact avec elle, soit qui étaient là quand elle est embarquée ou soit qui étaient là quand elle est sortie. 13 personnes en tout. 6 jours après la disparition, ils ont mis des annonces partout dans les journaux, dans les nouvelles. On veut savoir qui étaient ces 13 personnes-là pour les interroger. Est-ce qu'ils ont vu quelque chose d'étrange? Est-ce qu'ils ont vu Julie parler à quelqu'un? Est-ce qu'ils ont vu n'importe quoi pouvait aider? Et en fait, une seule personne des 13 témoins a parlé. Et elle n'a pas été d'une grande aide, mais quand même, 12 personnes savaient très bien que la vie d'une jeune fille était en jeu, que peut-être que n'importe quel détail qui se rappelait aurait pu aider l'enquête et personne n'a aidé. Moi, ça me fait capoter. 6 jours après la disparition de Julie Surprenant à Terrebonne, un premier témoin s'est manifesté. L'une des 13 personnes qui prenaient place à bord de l'autobus 25A, quand la jeune fille est descendue, a finalement communiqué avec les enquêteurs. Mais les policiers s'étonnent quand même qu'aucun autre passager ne les ait appelés. Donc là, il y a plusieurs fondations, même des donateurs anonymes qui ont donné des sommes d'argent à Michel Surprenant, le père, pour pouvoir aider à récolter des indices pour trouver Julie. Il y a une récompense qui a été offerte de 50 000 $ à quiconque aurait quelconque information sur Julie. Ils ont eu plus de 1400 appels avec des petits indices où moi je pense que je l'ai vue, ou moi je pense que je connais quelqu'un qui la connaissait. Et chaque information a été vérifiée et rien n'a été trouvé. Et en fait, tous les gens qui avaient un dossier criminel, qui habitaient dans le secteur de Terrebonne, ont été interrogés, se sont soumis au polygraphe. Et en fait, rien ne s'est avéré utile, même que l'inconnu de l'abribus a jamais été retrouvé. En fait, les policiers, eux, ils pensent que le coupable habitait dans le secteur. Pour eux, c'est presque sûr parce que il n'y a rien qui a été laissé, aucun indice. Fait qu'ils disent peut-être qu'elle aurait été kidnappée puis c'est quelqu'un du secteur. Fait qu'ils se concentraient vraiment sur le fait que
La personne impliquée dans la disparition de Julie Surprenant était quelqu'un qui habitait dans le secteur. Environ 1 an après la disparition de Julie Surprenant, il y a le voisin d'en haut de Michel Surprenant qui s'appelait Richard Bouillon. S'est approché de Michel et il lui a dit « Moi, dans la vie, j'ai beaucoup de choses à me reprocher, mais j'ai rien à voir avec la disparition de Julie. » Tu sais, c'est vraiment bizarre parce qu'en fait, Michel, Surprenant, il n'a jamais douté de son voisin d'en haut, il n'a jamais fait d'accusation. Pourquoi lui, il a ressenti le besoin d'aller dire ça? Je suis pas impliqué dans la disparition de ta fille. Une personne innocente ne ferait pas ça, selon moi, ou quelqu'un qui a vraiment peur de se faire accuser même s'il n'a rien fait. Richard Bouillon, il avait quand même un lourd dossier criminel. En 1977, il avait été accusé de gestes indécents. Il avait volé, été surpris en possession de drogue en 1979. Et en 1985 et 86, il a été arrêté encore pour vol. En 1990, il a été arrêté pour agression sexuelle. Donc, c'est un prédateur sexuel. Avec le commentaire qu'il a dit à Michel Surprenant et son lourd passé criminel, il est tout de suite entré dans la mire des policiers. Il y a plusieurs autres victimes qui se sont prononcées. Ils ont découvert qu'il avait été coupable de 3 agressions sexuelles. Okay? C'était vraiment le suspect parfait. Il habite dans les environs. Il habite, en fait, en haut de chez Julie Surprenant. C'est un prédateur sexuel. Il y a un dossier criminel. Et bon, le commentaire qu'il a dit. Donc, les médias se sont tout de suite pris à lui. Ils en parlaient partout dans les journaux que Richard Bouillon, c'était le suspect numéro 1. Mais il n'y avait pas vraiment de preuves quelconques contre lui. Julie Surprenant? Je sais-tu, moi? Hein? Oui, je sais. Non, c'est pas parce que ça va moins puis tu sais très bien. Non, je sais très bien. Bon, OK, ramène-moi là où ce que tu veux. J'ai fait un mois, c'est fini. On arrête ça là. C'est-tu possible, je crois que... Il n'y a jamais fait de mal à personne. Puis Julie, c'est pas moi. J'en viens pas, moi, là. Jean Carade, ça, c'est une nasty coup monté contre moi. C'est quoi cette affaire-là? Même que Richard Bouillon a contacté Claude Poirier. Claude Poirier, je vous le rappelle, on l'a vu dans ma vidéo sur Cédrica, qui est très important dans les disparitions au Québec. C'est un négociateur. Et il est super connu, il est super sympathique. Fait que les gens ont tendance à plus lui faire confiance. Et Richard Bouillon a contacté Claude Poirier, lui a demandé s'il pouvait se parler. C'est sûr qu'il va avouer, mais non, il a dit à Claude Poirier qu'il jurait qu'il n'avait rien à voir avec la disparition de Julie Surprenant, même qu'il avait un alibi. Le soir de la disparition de Julie, il était avec son neveu et les deux regardaient la télévision chez Bouillon. Et ils ont même entendu quelqu'un entrer dans l'immeuble et ils ont entendu des gros bruits, comme si ça brassait, là, comme s'il y avait quelque chose qui se passait de bizarre ou de violent dans l'immeuble. Mais il a juré que lui, il n'avait rien à voir avec la disparition. En même temps, son alibi ne tient pas vraiment la route parce que lui, il dit qu'il est arrivé à la maison à 20h45, mais Julie est sortie de l'autobus à 20h56. Donc, il était là quand elle est sortie de l'autobus. Alors, il aurait pu très bien lui faire du mal parce qu'il y avait comme un bon 10 minutes qu'il était à la maison. Puis il a même dit à une journaliste que c'était sûr que c'était pas lui parce qu'il était en Corse au moment de la disparition de Julie. Mais après, il dit à Claude Poirier qu'il était avec son neveu à écouter la télévision. Là. C'est bizarre, ça. Et il a accepté de se soumettre au polygraphe. Il est arrivé au rendez-vous. Au moment de passer le détecteur de mensonges, il a dit « Non, je veux plus le faire ». Et il l'a pas passé, en fait. Il l'a pas fait. Donc, pourquoi il n'aurait pas voulu le faire? En plus que ça, c'est pas admissible en cours. C'est juste, si c'était pas lui pour de vrai, mais ça l'aurait juste effacé tous les doutes. Ça aurait été parfait, mais non, il n'a jamais voulu le passer. En 2001, les policiers ont obtenu le droit de faire une perquisition chez lui. Dans son appartement, ils ont trouvé des traces de sang. Et lui, il a dit, ben moi, je suis un pêcheur, ok? Il pratique la pêche. Il dit, c'est du sang de poisson. C'est pas du sang d'humain. Il ne croyait pas, mais ils ont analysé le sang qui a été trouvé et ce n'était pas le sang de Julie Surprenant. Donc ça l'a comme clairé, si on veut. Mais malgré ça, les médias persistaient à l'accuser en quelque sorte. Il y a plus d'une vingtaine de femmes qui l'ont dénoncé, qui auraient été agressées sexuellement par Richard Bouillon. Et le 18 mars 2002, il a été arrêté et mis en prison pour agression sexuelle. Et même en prison, il a toujours nié son lien avec la disparition de Julie Surprenant. En 2006, Claude Poirier, le négociateur, reçoit un appel de la prison. Ça dit que Richard Bouillon a un cancer et qu'il est en phase terminale. Il est sur son lit de mort et Bouillon demande de parler à Poirier. Donc là, Poirier dit, c'est sûr qu'il va
qui va m'avouer que c'est lui qui a tué Julie Surprenant. Mais les infirmiers, les docteurs ne l'ont jamais laissé rencontrer Richard Bouillon. Malgré tout, avant de mourir, Richard Bouillon il a rencontré un aumônier pour lui faire l'extrême onction. Donc, c'est le dernier sacrement avant de mourir. Puis souvent, les gens qui sont sur leur lit de mort comme ça, dans les derniers jours avant la mort, souvent, ils ont tendance à avouer des choses. Mais à cause du secret professionnel, l'aumônier ne peut rien dire. Même s'il lui a avoué que c'est lui qui a tué Julie Surprenant, il n'a pas le droit de dévoiler ça. Mais Claude Poirier, il l'a rencontré plusieurs fois au cours de sa vie. Lui, il est sûr que c'est Richard qui a tué Julie Surprenant. Même s'il n'a jamais reçu d'aveu en tant que tel, lui, il dit « Je le connaissais bien, je suis sûr que c'est lui ». En 2011, il y a une infirmière qui a finalement parlé, puis elle a dit que Richard Bouillon, avant de mourir, lui avait avoué que c'était lui qui avait tué Julie Surprenant. Il avait mis en fait tous les ossements, les restes de Julie dans un sac de sport et il l'aurait tiré en haut du pont de l'autoroute 25 dans la rivière Mille-Îles. Après ça, on a fouillé les eaux de la rivière de fond en comble, mais on n'a rien trouvé. En mars 2012, il y a eu 2 autres infirmières qui ont dit avoir reçu des confidences que Richard Bouillon était l'assassin de Julie Surprenant et qu'il l'aurait avoué à 4 reprises. Mais quand ils ont reçu ces confidences-là, je pense que les infirmières pensaient que c'était déjà réglé, cette histoire-là, que vu qu'il l'avouait autant, les infirmières ont tout de suite pensé « Ah, tout le monde est au courant. » Les infirmières-là ne savaient pas que l'assassin de Julie Surprenant est encore inconnu. Donc, ils n'ont comme pas fait de cas avec cette histoire-là jusqu'à temps qu'ils se rendent compte, avec les fouilles dans la rivière, ils ont dit « Ben non, personne ne sait c'est qui l'a tué. » Puis là, ils ont avoué ce que Richard Bouillon leur avait dit. Mais en même temps, on ne saura jamais vraiment si c'est lui parce qu'il n'y a pas de corps à identifier. Parce qu'il n'y a pas de corps qui a été trouvé et le suspect numéro 1 est décédé. Fait que je ne sais pas si on va avoir un closure un jour ou l'autre. J'espère pour Michel Surprenant qu'un jour on retrouve ne serait-ce qu'un petit indice qui pourrait lui permettre de faire un deuil. Parce que vous savez, tant qu'il n'y a pas de corps, pour les parents, c'est vraiment difficile de faire le deuil. J'espère jamais vivre ça, ça doit être horrible. Et cette petite fille-là, elle a vraiment touché le cœur du Québec en entier. Encore une fois, toutes mes prières vont à la famille. Ça fait quand même longtemps, ça fait quoi? C'est en 99, ça va faire presque 20 ans que Julie Surprenant est disparue. Ah, Salchicha vient vous dire bye-bye. Regarde la caméra. Over and out.